travail. Alors, comme je vous l'ai indiqué dans le mail que je vous ai adressé, le cycle de vidéos que vous allez regarder a été en partie tourné au début du confinement et en partie là ces jours-ci, fin mai. Donc, il y a comme la dernière fois des vidéos -1 et 0 qui correspondent à l'introduction et au début du grand 1. Et après, la numérotation redeviendra normale, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, donc s'il y a un petit peu de bazar, hein, euh, voilà, gardez en tête, c'est le système de numérotation un peu étrange. Alors, le travail épanouit-il ou aliène-t-il les hommes? Euh, En fait, pour aborder ce cours, euh, d'abord de commencer par expliquer des choses très simples sur la signification du mot travail et sur la problématique du rapport au monde qui sont induits par le travail humain et également de voir en fait les aspects plus problématiques du travail, à savoir le travail comme réalité économique. En fait, cette mise en garde, cette précaution est très importante parce que le mot travail présente des significations qui sont différentes et selon les cas, selon la façon dont on l'emploie, on dira des choses complètement différentes quant justement à la question de savoir si le travail épanouit ou au contraire aliène les hommes. Hein. Alors en fait, si l'on veut résumer, le mot travail en français présente essentiellement trois sens. Le premier sens du mot ne concerne pas des échanges économiques ou, disons, une activité rémunératrice. Le premier sens du mot travail désigne en fait d'abord, primitivement, le rapport de l'homme avec la nature. C'est-à-dire que, comme vous le savez maintenant, que vous êtes Protagoras, l'homme ne dispose pas de moyens naturels de subvenir à ses besoins. Il ne dispose pas de protection naturelle contre le climat, contre le froid, contre les agressions des autres animaux ou contre les agressions de ses semblables. Et il a besoin du coup de se les fournir par le travail. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme a un rapport complexe avec ses propres besoins, leur donner une satisfaction immédiate et naturelle, si je puis dire. Hein. Donc l'homme a besoin de travailler pour se procurer le nécessaire pour vivre. C'est le premier sens du mot travail, hein, transformer la nature, transformer les produits que l'on trouve dans la nature pour les faire correspondre à nos besoins vitaux. Le deuxième sens du mot travail, oui pardon, dans ce premier sens, hein, le travail n'est pas une réalité économique, c'est-à-dire qu'il désigne simplement le fait que l'homme transforme les choses qu'il trouve dans la nature pour les faire convenir à son usage. Dans le deuxième sens, quand on prend le mot travail dans le sens qui est peut-être un petit peu plus courant, d'activité rémunératrice, à ce moment-là, on parle très clairement d'une réalité économique, c'est-à-dire que le deuxième sens du mot travail concerne un emploi. Avoir un travail, c'est avoir un emploi, c'est gagner sa vie, c'est-à-dire effectuer une activité en échange d'une rémunération. Bon. Alors on verra que cette définition est légèrement plus complexe et qu'il faut faire entrer en compte des critères supplémentaires qui est le critère du service à autrui. Hein. Bon, mais moyennant cette subtilité, enfin, qui est très importante, le travail, à ce moment-là, de réalité économique, et c'est à partir du moment où le travail est une réalité économique que ça devient problématique, enfin plutôt ses effets sur l'homme deviennent problématiques. C'est-à-dire que dans le premier sens du terme, quand on considère que le travail est simplement la transformation de la nature, en fait cette activité de transformer la nature, elle est elle est bien sûr vitale pour l'homme, mais surtout elle est formatrice pour l'homme. Donc en ce sens, on ne verra que des choses positives. Le travail épanouit l'homme, le travail libère l'homme, etc. Mais dès que le travail devient une réalité économique, c'est-à-dire non plus un rapport simplement à la nature, mais un rapport aux autres hommes, alors là, par contre, le travail devient quelque chose de très conflictuel, de très compliqué, et qui peut bien sûr être synonyme d'aliénation. Alors, c'est pour ça qu'on verra dans la première partie plutôt le travail comme transformation de la nature, et puis dans une deuxième partie, le problème de la transformation. J'ajouterai un troisième sens au mot travail, qui est légèrement dérivé, qui n'est pas un sens très exact, très précis du terme.
On désigne par travail également une activité euh, assidue qui nous coûte de la peine, qui nous coûte des efforts pour réaliser un certain objectif en dehors d'une visée économique ou d'une visée rémunératrice. C'est-à-dire que si vous pratiquez un sport et que vous vous acharnez à travailler vraiment, enfin oui, à exécuter parfaitement, à apprendre parfaitement un enchaînement, une figure, une technique, ou bien si vous pratiquez un instrument de musique et que vous mettez vraiment beaucoup d'énergie pour acquérir parfaitement telle technique, tel morceau, bon, on dira souvent que vous aurez travaillé. Ce qui est un peu gênant, c'est que cet usage, hein, c'est-à-dire en gros le travail comme effort, cet usage laisse entendre qu'il y a en fait un arrière-fond économique, un arrière-plan économique, alors qu'en réalité, quand on travaille entre guillemets un instrument de musique, justement, c'est pas du travail, c'est du loisir. Hein. Donc il y a ici une confusion qui est introduite par l'usage moderne du terme travail. Bon, c'est un usage qu'on doit accepter, je veux dire, c'est une réalité, on emploie tous ce terme, hein. Mais c'est vrai que, par exemple, le fait que le vocabulaire du travail ait totalement envahi la sphère scolaire, hein, quand on dit voilà, il faut travailler davantage, il faudrait peut-être travailler un peu plus, investissez-vous, etc. Bon, en soi, c'est un contresens énorme de dire ça, parce que ce que l'on fait quand on étudie, justement, c'est pas du travail, c'est une activité qui n'est pas rémunératrice, qui est libre, justement, hein. C'est d'ailleurs une immense chance qu'on ne mesure pas toujours euh, à 17 ans ou à 18 ans, de pouvoir en fait passer sa vie à étudier, c'est-à-dire à se livrer à une activité qui n'a aucun intérêt économique immédiat. Hein. Et c'est également ici un peu pas très judicieux de se dire oui, il faudrait que l'école soit plus directement en prise avec la vie réelle, c'est-à-dire la vie économique, hein, et que donc à l'école on apprenne directement les choses qui nous serviront plus tard dans notre métier, voire qu'on soit pourquoi pas rémunéré quand on a de bons résultats, comme à une époque ça avait été tenté en Grande-Bretagne. Bon, alors non, ces bonnes idées entre guillemets sont en fait tout à fait ruineuses pour l'éducation. Justement, ce qui est important dans l'éducation, c'est que cela demeure au sens antique du terme, au sens grec du terme, un loisir, en grec scolaire, oui, c'est-à-dire que l'école, l'institution scolaire, dérive du terme grec qui signifie le loisir, c'est-à-dire l'activité libre par excellence, celle qui n'est pas liée aux nécessités de la vie, qui n'est pas liée aux besoins vitaux. Hein. Et c'est en cela que s'instruire est une belle chose, parce que s'instruire, du coup, c'est échapper aux nécessités vitales, non pas se cantonner à ce qui est utile, mais à ce qui est intéressant, ce qui a de la valeur, ce qui a un intérêt dans l'absolu. Voilà. Bon, voilà les trois sens du mot travail. Alors, nous allons pour l'instant, voilà, pour poser le problème dans l'introduction, très schématiquement, opposer deux conceptions, enfin deux grands points de vue très schématiques sur le travail. Le premier qui sera plutôt un point de vue réprobateur du travail, un point de vue très critique, et le deuxième un point de vue au contraire qui cherche à en souligner les vertus, notamment sociales. Alors, dans le premier point de vue, si vous voulez, on pourrait partir de l'idée que le travail de transformation de la nature nous apporte de l'intelligence, de l'habileté, de la persévérance. Enfin, c'est extrêmement formateur d'apprendre à agir sur les choses, hein, et donc une certaine forme de liberté. C'est une thèse très importante qu'on trouve chez Hegel, hein, le grand philosophe allemand, qui est vraiment un grand zélateur du travail. Enfin, je veux dire, il en dit des choses qui sont très belles et très positives, hein, comme souvent d'ailleurs les philosophes protestants, hein, on verra pourquoi. Et donc voilà, il en fait un outil de la liberté, comme on verra dans la première partie plutôt. Bon, alors, au regard de cette évocation très belle, en fait, du travail de l'artisan, du travail voilà, du travail libérateur, du travail formateur, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une grande imposture à présenter le travail de façon aussi positive, aussi méliorative,
puisque, après tout, cette phrase, le travail rend libre, Arbeit macht frei, excusez mon accent allemand un peu aléatoire, c'était la phrase, vous savez peut-être, que les nazis avaient fait inscrire au-dessus de l'entrée du camp d'Auschwitz, hein, du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, et ils avaient donc détourné en fait le sens de la citation. C'est une citation ou une paraphrase de Hegel, hein, dont le sens avait été complètement détourné. Alors, par les nazis, puisque, en fait, vous savez peut-être que quand les juifs arrivaient dans les camps de concentration, eh bien, on leur faisait croire que, en fait, ils allaient y trouver du travail et qu'on ne faisait que les déplacer pour Alors, il y avait peut-être certains qui y croyaient, ou peut-être qu'ils n'y croyaient pas du tout, je ne sais pas. Mais en fait, cette phrase, le travail rend libre, sonne comme une provocation sinistre ou comme une sorte de trait, même, c'est même pas de l'ironie, enfin de cynisme sans vergogne des nazis qui, en fait de libérer les juifs, voulaient évidemment les exterminer. Donc cette phrase, on peut se demander si c'est pas en fait juste de l'idéologie. Et du reste, effectivement, la philosophie de Hegel, grand admirateur, enfin disons, qui dit des choses très positives sur le travail. La philosophie de Hegel a eu une double postérité, c'est-à-dire d'un côté, bon, il y a eu des hegeliens de gauche et des hegeliens de droite. Donc des hegeliens de droite qui ont vu dans Hegel, en fait, qui ont lu, qui ont retenu de Hegel le grand avocat de l'État prussien tout-puissant, et qui ont trouvé donc chez Hegel des arguments, disons, qu'on va classiquement classer à droite, quoi, dans la politique allemande, et de l'autre côté, des hegeliens de gauche, c'est-à-dire qui retiendront de Hegel, en fait, plutôt une philosophie révolutionnaire, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, dont on parlera un peu plus loin, hein, et qui verront dans Hegel en fait finalement un penseur révolutionnaire. Donc il y a donc ce sont des penseurs, excusez-moi, qui comme Feuerbach ou comme Marx, un grand disciple de Hegel, ont surtout développé une critique du travail aliéné, hein. Et donc voilà, on peut trouver cette double postérité derrière la philosophie de Hegel, et du coup l'emploi de cette phrase, le travail rend libre, est extrêmement problématique. Est-ce qu'on doit y voir finalement une idéologie très droitière, voire extrême droitière, hein, qui utilise le travail comme un outil de contrôle social pour mater, pour gouverner despotiquement les hommes, ou bien est-ce qu'on doit, au contraire, derrière cette philosophie du travail, voir quelque chose. Alors, vous avez ici un cas très net dans la philosophie a institué quelque chose qui s'appelait le droit au travail. La Deuxième République, qui du côté des travailleurs, pour répondre en fait à l'agitation sociale, à l'agitation syndicale en France, et l'agitation révolutionnaire en France, et l'outil qui a été inventé à ce moment-là, c'est le droit au travail, c'est-à-dire en fait un droit opposable des travailleurs qui, du coup, pouvaient attendre de l'État la garantie de trouver du travail. Et face à ce droit au travail, donc qui considère vraiment le travail comme une valeur cardinale, une valeur sociale fondamentale, Paul Lafargue
émet un jugement carrément opposé en disant mais non, en fait, ce qui libérera les hommes, c'est pas le droit au travail, c'est le droit à la paresse. Hein. Donc il fait un grand éloge de la paresse. Alors d'ailleurs de façon c'est un pamphlet, donc de façon très très spirituelle, hein, très satirique, il explique voilà que finalement, si les gens les plus aisés qui encouragent le peuple à travailler, croyaient vraiment dans la valeur absolue du travail, eh bien ils seraient les premiers à le pratiquer, si je puis dire. Alors, en fait, ils sont au contraire le premier à tâcher d'y échapper par la rente, par en fait, le fait de vivre de ses actions, etc., etc. Et il revient, Paul Lafargue revient tout simplement à la position de la philosophie antique à l'égard du travail, c'est une position de mépris hein, que l'on trouve chez les Grecs essentiellement, chez les Romains également, mais plutôt chez les Grecs surtout. Vous verrez pourquoi dans la vidéo numéro, enfin la troisième vidéo, c'est-à-dire la vidéo numérotée 1, si vous suivez, hein, je ne sais pas si c'est clair. Voilà, en fait les Grecs considéraient que le travail nous ramène aux nécessités de la vie, aux besoins vitaux, et par conséquent le travail exprime la partie vitale, la partie servile, excusez-moi, de l'existence, c'est-à-dire la partie de notre être qui est attachée, qui est dans la dépendance du corps, hein, la tyrannie des besoins du corps, et par conséquent, en fait, le travail constitue une occupation inférieure, et donc une occupation, en l'occurrence, infamante, salissante. Donc les hommes, il y a deux catégories, si vous voulez, il y a ceux qui sont naturellement supérieurs et qui pourront s'occuper de choses supérieures, c'est-à-dire des choses libres, des choses qui ne sont pas utiles. Et puis, il y a ceux qui, en fait, par leur nature, ont vocation à s'intéresser se limiter aux choses inférieures, c'est-à-dire à tout ce qui a trait à la survie, à la logistique, enfin à la euh, à l'économie, c'est-à-dire aux besoins humains. Hein. Et donc, vous voyez, les Grecs avaient un grand mépris pour le travail humain, et il était limité, bien sûr, dans la plupart des cas, aux esclaves. Hein. Pas systématiquement, mais disons la plupart du temps, un homme libre essayait par tous les moyens d'échapper au travail et de se faire il faisait travailler pardon, des esclaves sur ses propriétés terriennes pour entretenir le train de vie de la maison. Quoi, voilà. Le mot travail lui-même vient du latin tripalium. Alors ça c'est vraiment le tarte à la crème de toutes les copies de bac sur le travail. Le tripalium c'est une espèce d'instrument de torture très bien pensé. C'est une sorte de tabouret, enfin de trépied qui servait vraiment à voilà, estourbir les gens bien comme il faut. Et donc, en fait, le mot travail dérive de ce terme-là en français a désigné jusqu'au au XVIIe ou XVIIIe siècle la torture, tout simplement. Hein, le mot travail en français signifie d'abord torture. Le mot qui servait à exprimer ce que nous appelons travail, c'était labeur, ce qui est aussi un mot vous voyez, plutôt négatif. Hein, désignant le travail comme une sorte de peine. Hein. Mais si vous lisez par exemple les textes de Montaigne au XVIe siècle, le mot travail très clairement désigne la bourrellerie, c'est-à-dire la torture, hein, le fait de torturer quelqu'un. On en voit encore on en a gardé un souvenir dans l'emploi du terme travail en médecine. La salle de travail, c'est la salle de torture, enfin non pas où on s'amuse à torturer les gens, mais plutôt plus exactement la salle où les femmes vont accoucher. Et donc le mot travail désigne à ce moment-là d'intenses souffrances, quoi, hein, très clairement. Voilà. Alors, en France, nous sommes héritiers de cette tradition à la fois antique et socialiste du XIXe siècle qui disqualifie le travail, ou du moins qui émet un jugement extrêmement négatif sur le travail. Et je crois qu'en France, il pas généralisé, vous verrez qu'il y a dans les mouvements politiques une multitude de courants et d'influences, bien sûr, mais il y a en France un certain mouvement, enfin, une certaine tendance politique qui voit le travail comme un malheur, comme une nécessité malheureuse, hein, qu'il faudrait un jour parvenir à conjurer. Et donc on espère qu'un jour le progrès technique peut-être pourrait finir par conjurer le travail, conjurer la malédiction du travail, hein, et quelque part l'idée d'un revenu universel et c'est tout à fait solidaire de cette idée de la malédiction du travail, quoi. Hein. Vivement qu'on puisse se passer du travail. Voilà, les choses iraient mieux si on pouvait s'en passer. Voilà. Alors, de l'autre côté, est-ce que on ne peut pas voir également des vertus positives et des vertus sociales dans le travail? Hein, de l'autre côté, je partirais d'une remarque
que transcrit Rousseau dans l'Émile, son livre, vous savez, qui parle de l'éducation. Et Rousseau explique que Émile, l'enfant dont il prévoit le plan d'éducation, devra apprendre à travailler, il devra même apprendre à faire un travail manuel pour ne jamais avoir à dépendre de l'opinion des hommes, ne pas gagner sa vie par la parole, mais par ses mains, hein, et pour pouvoir être libre du coup. Libre de ne pas vivre selon les opinions des autres. Bon. Et pour expliquer tout cela, pour expliquer finalement qu'un homme doit acheter par son travail sa place au sein de la société, Rousseau, entre parenthèses, est un philosophe protestant, hein, à nouveau. Eh bien, pour expliquer cela, il cite une anecdote à laquelle il a, enfin une scène à laquelle il a assisté dans les salons, si je ne me trompe pas, du duc de Choiseul. Le duc de Choiseul a été ministre de Louis XV à une époque, ou peut-être de Louis XVI, je ne sais plus, et protecteur de Rousseau. Et le duc de Choiseul reçoit un jour un solliciteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient le voir pour lui demander une place, pour lui demander une pension, pour lui demander, enfin bref, des faveurs, un service, etc. Et donc c'est un nobliau désargenté qui vient le voir, qui vient le supplier de faire quelque chose pour lui, au tout-puissant Choiseul. Et Choiseul lui dit, mais enfin, pourquoi vous aiderais-je, enfin, pourquoi est-ce que je vous donnerais une pension, pourquoi est-ce que je vous accorderais un train de vie alors que vous servez à rien, quoi. En gros, c'est ça que lui dit Choiseul. Et le Aubereau, le noble, lui répond, mais il faut bien que je vive. Et Choiseul lui répond, mais je n'en vois pas la nécessité. Et alors, Rousseau dit oui, c'est bien la dureté de cœur de la noblesse, etc., qui accepte de voir crever en fait les gens qui n'ont pas les moyens. Mais surtout, nous dit Rousseau, bah, c'est vrai que, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on mérite d'être entretenu par la société? Enfin, je veux dire, ce brave solliciteur qui demande une pension, qui demande en fait à ce que la société, donc globalement, l'entretienne en fait à ses propres frais. euh, Bah, qu'est-ce qu'il apporte à la société? En fait, c'est une remise en cause, étonnamment, de tout l'édifice social de l'Ancien Régime. Enfin, comment se fait-il qu'il y ait une partie de la population qui vive finalement au crochet de l'immense majorité, hein, à n'apporter finalement rien à l'ensemble de la société? Et donc, l'idée que Rousseau développe, c'est qu'effectivement, il faut mériter sa place dans la société par le travail, c'est-à-dire que finalement le travail, c'est ce qui garantit notre insertion sociale, ce qui nous donne le droit d'être entretenu par la société, de toucher des subsides, de toucher un salaire, de toucher, de percevoir, de participer au bien de la société, hein. Et dans la même ligne, on trouve chez Proudhon, un philosophe passionnant dont je reparlerai abondamment dans le grand 3 du cours, un philosophe anarchiste du siècle suivant, du 19e siècle, qui a connu la révolution de 1848, qui a été député en 1848, qui ensuite a fait beaucoup de prison à cause de ses opinions politiques. Il a été jeté ni plus ni moins en prison, hein. Proudhon, ouvrier anarcho-socialiste, anarchiste socialiste, considère le travail comme une dignité sociale. Alors, on a toujours tendance à imaginer qu'un anarchiste, c'est une espèce de type en cagoule noire avec des docks qui n'ont plus de lacets et une paire de chiens baveux et pouilleux et qui fait non. Alors, c'est pas ça l'anarchisme. L'anarchisme, du moins, bon, il y a une multitude de courants, mais l'anarchisme tel que Proudhon le définit, c'est une philosophie qui considère que le travail est avant tout un bien social, que c'est peut-être la seule chose qu'il faille respecter dans la société, hein, et que c'est le travail qui nous donne une certaine dignité sociale, que si le chômage est un drame, ce n'est pas simplement pour des raisons économiques, c'est parce que le chômage prive le travailleur de sa dignité sociale, de son utilité, de sa légitimité à l'intérieur de la société. Et par conséquent, aux yeux de Proudhon, le fardeau de la société, ce n'est pas le chômeur, celui qui a perdu sa dignité en perdant son travail, mais c'est l'actionnaire, hein, le rentier, plutôt dans les termes de Proudhon, qui vit au crochet de la société, c'est-à-dire qui vit sans travailler et en exploitant le travail des autres. Voilà. Bon, alors, je m'arrête là pour l'introduction. Vous voyez, donc on va essayer de voir si on peut trouver des arguments, enfin dans quelle mesure on peut comprendre que le travail épanouisse les hommes et dans quelle mesure le travail risque au contraire de les aliéner. Voilà, rendez-vous dans la vidéo suivante pour amorcer le grand 1.